Je suis arrivée dans cette ESAT le 5 janvier 2017, effectivement pour faire mes 6 mois d'essai. De là, j'ai signé mon contrat. Je travaille en menuiserie et ça va faire presque bientôt 20 ans. Je suis en boulangerie, ça va faire bientôt 4 ans. J'étais en ESAT, du coup, j'ai commencé par l'espace vert auquel je ne m'y connaissais rien, je ne savais pas c'était quoi un tahué. Du coup, de là, j'ai suivi cette démarche avec un bon moniteur qui m'a appris comment travailler, comment m'orienter, savoir m'organiser. Et de là, j'ai intégré l'entreprise adaptée. Je travaille à l'ESAT en tant que menuisier d'agencement. J'ai commencé à l'ESAT quand j'avais 21 ans. Et en fait, progressivement après, j'ai voulu travailler à l'extérieur. L'entreprise adaptée, en fait, c'est un domaine beaucoup plus sérieux. Il demande d'avoir beaucoup plus d'autonomie. L'ESAT, c'est plutôt un endroit auquel on apprend à travailler. On apprend de construire par soi-même et avoir un projet. Par exemple, l'ESAT, grâce à l'ESAT, j'ai pu avoir mon permis et partir de chez mes parents. Ouais, j'ai fait quelques stages, mais c'était juste des stages comme ça. Après, j'attends une mise à disposition. Et j'ai fait un stage, c'était compliqué parce que c'était tous les matins debout de bonne heure. Prendre le bus et tout, c'était compliqué, quoi. Je faisais la mairie de Signes, la médiathèque de Signes, la cantine scolaire de Signes. Du coup, je faisais plein de stages. Ce stage-là, je faisais en entreprise. Ouais. Nuit ordinaire, c'est bien, mais ça dépend là où on tombe. Moi, c'était du rendement. J'avais moins d'heures de repos que les autres, je mangeais moins, parce qu'en fait, j'avais beaucoup de travail. En fait, j'en ai fait le maximum pour en gagner le minimum. Quand j'étais à la cantine scolaire, une des difficultés que j'ai eues, c'était la pression, c'était très rapide. Non, j'ai senti qu'il avait des regards sur moi. Moi, je m'en fous, moi, c'est ceux qui sont pas contents, ben, ils regardent ailleurs. Hein. Plus calme, moins de stress, moins d'objectifs à atteindre, pas de patron sur le dos, enfin bon, plus zen quoi, voilà. Comme un apprentissage normal, mais plus zen. L'entreprise adaptée, ça aide aussi pour moi à être rassuré. C'est pas quelqu'un qui me met la pression tous les jours ou quoi, c'est un endroit où tu respires. D'être protégé déjà, au niveau de tout. Et puis après, le boulot qui me plaît aussi. L'entreprise, j'aime bien car je me trouve mieux à l'aise par rapport à l'ESAT. Je trouve pas trop je trouve mon niveau, oui, mais par rapport aux autres, je me sens un peu supérieur. Du coup, j'ai besoin que je sois au même niveau. Du coup, je voudrais bien partir, si c'est possible. Bon. J'ai déjà travaillé en dehors et ça m'a servi un peu de leçon quand même. Travailler pour rien. Ça dépend. Ça dépend. Ça me plairait de travailler à l'extérieur, ça me plairait d'avoir un bel atelier avec de beaux outils et un bon salaire. Oui, là, je dirais pas non, mais limite, je préférerais qu'on m'embauche ici en tant que travailleur menuisier sans être travailleur handicapé. Alors, il faut vraiment trouver la bonne personne, parce qu'honnêtement, j'en ai fait des boîtes. Depuis que je suis jeune, j'en ai fait beaucoup, et franchement... L'extérieur, pour moi, un côté, ça me fait un peu peur, quoi. Et c'est pour ça que je reste aussi dans l'entreprise adaptée, puisque c'est un endroit auquel c'est sécurisé. Pour l'instant, j'ai réinséré mon ESAT, j'en suis content. Et donc pour l'instant, l'apprentissage de la menuiserie où je suis moi actuellement, et après éventuellement, si vraiment une porte s'ouvre, on verra. Soit mettre en mise en rayon, soit faire de la mécanique. Mon premier, ce serait bien avoir mon permis. Comme métier je veux faire ordinaire, c'est travailler dans des magasins bio. Et si un peu plus tard, si c'est possible, faire les magasins de vêtements, conseiller aux gens des vêtements, tout ça. Maintenant que j'ai connu l'ESAT et j'ai connu l'entreprise adaptée, maintenant j'ai envie d'évoluer plus. Je ne veux pas retourner en arrière, je veux évoluer, je veux aller plus loin, encore plus loin. J'aimerais faire les formations d'élagage et bâtir encore un plus grand toit, quoi.
Il a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui sont déterminées, mais ils n'ont pas cette volonté d'agir. J'encourage à tous ceux qui sont en ESAT d'évoluer, d'avancer. Ce n'est pas parce que tu es en ESAT que tu dois rester en ESAT. Il a d'autres choses à découvrir, il a d'autres projets à vivre. L'ESAT, pour moi, j'ai tout de suite su, ce n'est pas mon avenir, mais c'est un endroit auquel je peux construire quelque chose. Faites-vous un château de cartes et montez-le le plus haut possible. Mais j'ai une certaine limite auquel vous êtes sûr que ça ne va pas s'effondrer. Bravo, quel enthousiasme. Je vais maintenant demander à M. Labille d'intervenir. Thalès intervient depuis 30 ans dans le domaine du handicap avec tout un tas d'actions. Vous allez nous en parler un peu. Vous avez noté dans le film que il y avait aussi une représentation, un certain regard sur le monde de l'entreprise. D'aucuns disaient on vous exploite, où on n'est pas bien traité, mais où d'autres disaient en ESAT on est protégé, on a moins le stress, on n'a pas d'objectif à atteindre. Donc on voit bien qu'il y a des écarts de représentation ou d'attente entre ce qui se vit en ESAT et ce que vous pouvez attendre en tant qu'employeur en entreprise en milieu ordinaire. Alors, ça serait intéressant qu'on puisse avoir votre sentiment sur le sujet. Peut-être aussi entendre quelles sont les craintes des employeurs, quelles seraient vos conditions pour pouvoir accueillir dans les équipes au sein de l'entreprise des travailleurs qui deviendraient des salariés à part entière. Vous voulez le pupitre ou vous restez ici? Si je vais rester assis. Alors je vais faire une présentation tout à fait normale d'une société, en parlant des effectifs. Qu'est-ce que le groupe Thalès, qu'est-ce qu'on fabrique. Donc vous aurez l'occasion effectivement de voir que ce qui va suivre. Voilà, nous sommes 65 000 dans le monde. D'accord. Nous sommes 65 000 dans le monde, effectivement répartis sur 56 pays, avec effectivement beaucoup d'activités différentes, que ce soit le domaine de l'aéronautique, du spatial, de la défense, du transport terrestre, mais aussi de la sécurité et de la cybersécurité. Donc un groupe à haute valeur technologique, comme on l'appelle maintenant. Moi, je travaille pour une entreprise qui se trouve à Cannes-la-Beauquin, hein, qui est dans le domaine du spatial. Donc, on fabrique, on intègre des satellites. L'objectif de la fabrication des satellites, alors je ne sais plus où on en est. Voilà, c'est ça. C'est effectivement d'observer un peu tout ce qui se passe, que ce soit sur Terre ou dans l'univers, et pouvoir aider les gens à communiquer. Pardon. Voilà, j'en ai fini avec la partie institutionnelle de la présentation. Puis on va venir sur le vif du sujet, c'est-à-dire l'emploi et le handicap, et ce qu'on a mis en place au niveau du groupe pour justement être inclusif, hein, puisque c'est le thème aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un peu d'historique et vous parler des accords. Alors, un accord handicap, hein, ça se dessine avec les partenaires sociaux, on discute ensemble de qu'est-ce qu'il faut pour atteindre un objectif hein, qui est obligatoire en France pour les entreprises de plus de 20 salariés, des fameux 6% d'emploi de travailleurs handicapés. On le détermine autour de 4 axes. Effectivement, donc un certain historique, un accord, du recrutement, mais aussi toute l'organisation qu'il y a derrière. Comme je vous l'ai dit, on est sous accord depuis plus de 30 ans. Donc le premier accord est de 92, mais au moment de la loi de 87, il y avait déjà des initiatives à l'intérieur des établissements qui permettaient aux travailleurs handicapés de pouvoir conserver leur emploi, rester à l'intérieur de leur emploi, et puis éventuellement être reconvertis vers d'autres tâches. Alors l'association Andy Thomson, puisque Thalès hein, c'est la contraction de Thomson et d'autres entreprises, a permis de voir sur toute la partie défense surtout, hein, puisqu'on avait un certain nombre de militaires qui travaillaient avec nous, de pouvoir les reconvertir vers d'autres métiers, les métiers de l'électronique, du câblage, de l'intégration, de l'informatique, bref, des métiers, lorsqu'il y avait un handicap physique qui intervenait,
qui leur permettait de poursuivre une activité. Et depuis, donc, on renouvelle des accords avec l'ensemble des partenaires sociaux tous les 3 ans. Donc, ce qui nous permet de mutualiser l'ensemble de nos fonds pour pouvoir promouvoir effectivement toute la partie handicap chez nous. Alors, je vous ai laissé quelques chiffres effectivement sur le taux d'emploi, et dans mon établissement, entre autres, ça fait maintenant 5 ans qu'on a dépassé les 6%, et le but n'étant plus la course aux chiffres, on essaie de mettre en place des solutions pérennes et beaucoup plus longues, et on travaille sur des projets beaucoup plus intéressants. J'y viendrai, hélas, enfin. Un accord handicap, ça se définit autour de plusieurs axes, que ce soit l'emploi, la territorialité, l'insertion et la formation, les informations et la communication auprès des salariés, et enfin le suivi des carrières. Parce qu'il ne s'agit pas d'effectivement embaucher quelqu'un si derrière vous lui proposez un emploi où il va rester toute sa vie dans le même emploi, petit à petit il va se désintéresser de celui-ci et puis donner toute la performance qu'on attend de lui. Au niveau de la territorialité, comme je vous l'ai dit, on n'est plus à courir après ce fameux chiffre des 6%. Donc on s'est inscrit dans un rôle maintenant de donneur de leçons. Alors entre guillemets, parce qu'on ne prétend pas avoir la vérité, mais par contre on a quelques belles expériences qui ont réussi à fonctionner sur les différents bassins d'emploi. Entre autres, au niveau de la territorialité, on va chercher à s'inscrire dans des mouvements qui peuvent bloquer un salarié pour l'amener à des compétences qu'on recherche. Alors au départ, ce n'est pas un salarié, c'est juste un élève qui cherche à poursuivre ses études, et puis derrière un étudiant qui cherche avec l'université à pouvoir suivre un cursus, avoir des stages, avoir de l'alternance qui lui permettrait d'acquérir les compétences qu'on recherche. Alors on s'est mis entre grandes entreprises qui travaillent déjà sur le handicap depuis un petit moment pour créer ce qu'on appelle les conventions à tout pour tous. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est des conventions qui sont des conventions où des grandes entreprises se sont associées à l'éducation nationale, aux universités, mais aussi à la directe, à l'inspection du travail, pour voir quels étaient les freins dans chaque région à l'obtention des compétences clés pour nos métiers, mais voire pour d'autres métiers aussi. On ne travaille pas que pour nous, on travaille aussi pour d'autres entreprises. Donc entre autres, on a une convention sur la région de PACA qui permet à des étudiants d'effectuer des stages, des immersions dans les différentes entreprises partenaires. Et pour nous, ça nous permet d'identifier et éventuellement de proposer des parrainages, des mentorats à ces étudiants pour que derrière, tous les freins à l'insertion professionnelle soient levés. Sur ces conventions, on va travailler après sur l'enfance, sur des choses qu'on fait en commun avec par exemple la Fédération Handisport ou le comité départemental des sports adaptés, sur les conventions que vous avez peut-être déjà vues qui s'appellent Toi plus moi plus sport, où ce sont des élèves de classe dite ordinaire qui vont recevoir des classes d'IME en séquence de sport pour mixer les équipes, pour faire tomber un peu les barrières et essayer d'élargir un peu la vision qu'ont les élèves du milieu ordinaire du handicap. Voilà quelques exemples d'initiatives qu'on peut prendre et qu'on peut aider à financer. J'espère que ça suscitera beaucoup d'autres questions. Pour structurer tout ça, on a ce qu'on appelle quelque chose qui régit un peu l'ensemble de notre politique. C'est une norme AFNOR qui nous permet de passer au crible l'ensemble de nos process internes pour vérifier qu'à chaque fois, on est bien dans les clous au niveau du handicap. Est-ce que quand on mène une politique d'achat, j'ai discuté tout à l'heure avec un directeur des AT qui me disait « Ah, j'aimerais bien travailler avec nous ». Quand on mène une politique d'achat, est-ce qu'il n'y a pas une activité qu'on peut sous-traiter à un ESAT, au secteur protégé,
Et donc, il faut qu'il y ait dans chaque service achat un référent handicap qui se repose les bonnes questions à chaque fois et qui puisse ouvrir un peu un catalogue des différentes possibilités et aussi de regarder un peu les activités qui sont proposées, mais être force de proposition sur les activités nouvelles, et c'est là que je vais un peu plus développer, qui sont à proposer. Il y a un exemple qu'on a mis en place avec un ESAT local de la région de Nice, qui travaillait sur du câblage électrique, d'armoires électriques pour une société. Et puis on s'est dit, nous on est quand même dans un domaine de pointe, avec des normes extrêmement compliquées. Comment faire pour que cet ESAT réalise certaines de nos tâches? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de le faire travailler sur du matériel de vol, qui va partir dans l'espace avec les contraintes que ça prend tout de suite. Mais par contre, on a dit, on va commencer à équiper toutes nos armoires de test qui ont exactement les mêmes normes que le matériel de vol. C'est-à-dire que vous regardez, pour dénuder un fil, il vous faut environ 5 pages de descriptif pour pouvoir travailler dans le spatial. Et on s'est dit, comment on va faire pour qu'un ESAT puisse intégrer tout ça? Donc on a détaché un ouvrier, un ingénieur, dans l'ESAT, pour qu'il aille expliquer, non pas aux ouvriers qui travaillaient dans ces ESAT, mais aux moniteurs ce qu'on attendait. Le but, c'est pas de se mettre à la place des moniteurs et d'essayer d'expliquer ce qu'on fait aux ouvriers. On n'a pas cette formation, on n'a pas cette capacité. Les gens qui travaillent chez nous, ils n'ont pas forcément cette capacité à pouvoir interagir directement avec ces ouvriers, et puis c'est pas notre rôle. Le but, c'était effectivement de transmettre ce premier niveau de compétence au directeur d'atelier, et derrière qu'il puisse, tout en vérifiant avec nous, qu'il puisse le retransmettre aux ouvriers. Donc on a réussi à faire tout un lot de câblage pour des bancs de test, environ 8000 câblages, 8000 connecteurs qui ont été faits par cet ESAT. Et au niveau de la qualité, on en est tout à fait satisfait, puisqu'il y a à peine 2% de rejet sur ces 8000 câblages, alors qu'une entreprise dite ordinaire, on est plutôt aux alentours de 5%. Derrière, ce qu'on va chercher derrière un salarié handicapé, et l'inclusion, c'est avant tout des compétences. On ne cherche pas un handicapé pour un handicapé. Il est fini le temps où on disait, voilà, il nous faut 6% d'handicapés, tiens, on va le placer à l'accueil et puis on va attendre de voir. C'est pas son projet, c'est pas ce qu'il a envie de faire, et derrière, il ne s'y retrouve pas, et l'image qu'il renvoie de son travail et l'image qu'il renvoie de son handicap, finalement, c'est une personne handicapée, on va l'excuser parce que il ne s'adapte pas très bien au poste, mais c'est pas grave. Et c'est pas ça l'inclusion. L'inclusion, c'est de trouver la bonne personne au bon endroit et de pouvoir effectivement le mixer avec toutes les équipes. Alors, on parlait du secteur protégé, je vous ai parlé d'une première expérience. Une deuxième expérience, il y a une entreprise sur Nice, qui est une entreprise adaptée, on est toujours dans le milieu protégé, mais avec d'autres contraintes, qui s'est spécialisée dans le développement numérique. Et entre autres, Joseph, que vous avez dû voir ce matin, aurait pu parler du syndrome d'Asperger beaucoup mieux que moi. Et ils font énormément de développement numérique, ils sont capables de travailler dans ces cadres-là pour du développement de logiciels. Et donc on fait appel à eux pour nos développements de logiciels internes, que ce soit pour des bases de test ou alors carrément un besoin ponctuel. Là on avait comme problématique, on a beaucoup d'informations qui arrivent de différents logiciels au niveau de la production, au niveau de la sous-traitance, au niveau de la sous-traitance en général, au niveau des appros. Et comment avoir une visibilité globale de toutes ces informations et avoir des indicateurs qui permettraient d'un seul coup d'œil de se dire, tiens, là sur cet équipement, il va nous manquer 3 pièces en fin de cycle parce que effectivement la commande ne va pas arriver dans les temps et que le sous-traitant nous a averti il y a une semaine qu'il aurait 3 jours de retard.
Et donc, tout l'objectif a été de verbaliser tout ça avec cette entreprise adaptée. Et ça a été un exercice extrêmement intéressant pour nos ingénieurs de le verbaliser et finalement de redéfinir le besoin avec cette entreprise-là. Et ils ont été enrichis en plus beaucoup de cette diversité. Parce que quand vous parlez, alors je vais faire des stéréotypes, hein, et quand vous parlez à un Asperger, si vous lui dites que ça fait 2,5, il vous mettra vraiment 2,5. Il ne vous mettra pas 2,6, il n'arrondira pas. Et tout l'objectif était justement de trouver la bonne valeur des différentes données pour avoir exactement le rendu. Donc ça a permis aux ingénieurs de se remettre un peu en question aussi sur leurs besoins et leur niveau d'exigence. Sur l'insertion à la formation, alors on a des personnes au fur et à mesure de votre vie, hein, vous allez peut-être être confrontés aussi à une situation de handicap. Ce sera vraiment dommage que toute l'expérience et toutes les compétences que vous avez acquises dans votre métier soient perdues du fait de votre handicap. Donc, vous connaissez les systèmes de compensation, on les utilise aussi en entreprise, mais l'important, c'est effectivement d'arriver à tirer le meilleur de chacun et de pouvoir conserver ses compétences en entreprise. Un ingénieur qui a travaillé 30 ans sur les satellites, il est hors de question, s'il a un problème de santé, qu'on ait d'un seul coup perdu ses 30 années d'expérience sans pouvoir aménager son poste. Les aménagements sont parfois simples, des fois plus lourds, mais je pense par exemple au système de télétravail qu'on a mis en place déjà depuis 6 ans dans notre établissement, où les personnes ont la possibilité de se connecter depuis chez eux et puis d'effectuer leur travail et puis finalement de pouvoir répondre au téléphone directement. J'arrive à la fin. Voilà. Quelques exemples hein, qui parlent d'inclusion. Voilà. Donc là, on parle bien effectivement d'exclusion, hein, de discrimination. On part du principe où le cercle bleu, c'est effectivement l'entreprise. Tout ce qui est autour, effectivement, on la met de côté, ça ne nous intéresse pas. L'intégration, c'est, effectivement, on les intègre, mais on en fait une niche. On les regroupe tous ensemble. L'inclusion, c'est effectivement cette possibilité-là de pouvoir mélanger toutes ces couleurs. Alors quand on parle d'inclusion, hein, on parle effectivement de handicap, mais on ne parle pas que de handicap, hein, on parle de mixité, on parle de diversité de nationalité, hein, on est une multinationale. Si on travaille tous entre Français, on n'arrivera pas à discuter avec nos voisins allemands pour construire un satellite. Donc c'est ça la diversité, c'est vraiment intégrer l'ensemble des particularités de chacun à l'intérieur de nos équipes et pas en faire de l'assimilation, c'est-à-dire des gens qui vont réfléchir finalement comme vous. Et enfin, je vais vous parler du réseau. Donc le réseau handicap, hein, c'est effectivement 9 bassins d'emploi, donc 3 en région parisienne. Il y a environ 55 référents handicap qui sont dans les établissements. Pourquoi on l'a maillé comme ça? Parce que finalement, il n'y a qu'en proximité qu'on est capable d'agir concrètement sur une situation donnée. Et bien sûr, l'ensemble des suivis de commissions hein, qu'on doit à nos élus. On a un certain nombre de passages obligés auprès de nos élus pour effectivement montrer toute l'implication qu'on a et la manière dont sont gérés ces fonds. Merci beaucoup. Restez avec nous parce que je suis persuadé que vous avez un certain nombre de questions SMS et autres. Alors, dans la série Travail, une première question SMS avant
La question de Jean-François. Le groupe Thales accepte-t-il d'accueillir en stage des jeunes pris en charge en IME? Alors, tout dépend du projet derrière. Faire un stage de découverte, oui, on peut accueillir des classes, faire un stage de découverte sur le milieu du spatial, ouvrir un peu les classes. Alors, on le fait avec des scolaires ordinaires, on le fait avec des ULIS aussi. Pourquoi pas avec une IME, on ne l'a jamais fait jusque-là. On a accueilli des associations qui venaient pour faire des visites du site, des associations de malentendants, de personnes signant, de personnes aveugles aussi, qu'on a amené vers nos activités. Le but derrière, à chaque fois, on va essayer de le définir. C'est-à-dire, si c'est la découverte d'un milieu, la découverte d'un métier, on va essayer de le programmer ensemble de façon à ce que l'objectif soit atteint. Si c'est pour découvrir le milieu du spatial, on peut effectivement le faire, mais dans notre idée d'accompagnement de l'emploi, inclusion, et derrière amener les gens à réfléchir à leur métier, on va juste semer une graine. On va essayer peut-être d'aller un tout petit peu plus loin. Quand on parle de stage, on parle d'immersion dans une entreprise, on parle de découvrir un métier et tout ce que ça amène, ce métier-là. C'est-à-dire acquérir des compétences qui, demain, me permettront d'effectuer ce métier-là. Oui, en regardant la tribune, je me demandais comment faire le lien entre père aidance et travail, au final, entre les deux intervenants. Et puis, je voulais témoigner de beaux exemples qui ont lieu en travail, dans le secteur du travail protégé, d'aide, et en particulier auprès des publics déficients intellectuels, dans la transmission. En ESAT, c'est une forme de père aidance au travail. Nous, on appelle ça plus vulgairement le compagnonnage, au final. Et il y a un vrai lien, une vraie solidarité, une vraie transmission dans, j'allais dire, l'accès au travail qui est établi sur ces formes de solidarité. Ça, c'est le premier point. Puis j'avais plus directement une question à monsieur Labille. On s'en rentrait pas sur le SMS, moi on ne voulait pas, mais c'était à propos du management de la diversité. Alors c'est un sujet qui nous intéresse. Je regarde Bruno, on a même une ambition européenne. Comment les entreprises, vous l'avez bien précisé, sans le réduire à la question du handicap, mais managent avec leurs collaborateurs l'accueil de salariés venus d'horizons un peu différents. Est-ce que Thales, de ce point de vue-là, a mis en œuvre auprès des cadres, auprès des collaborateurs, une approche singulière, quoi? Voilà. Alors oui, tout comme le handicap en fait, hein, on va passer par plusieurs phases. Alors il y a le côté un peu formel, on va fixer des objectifs aux équipes à diversifier, alors, que ce soit la mixité, hein, j'en parlais tout à l'heure, le fait d'avoir des nationalités différentes. Donc on va leur fixer des objectifs. Voilà, dans le prochain recrutement, il faudrait que vous atteigniez cet objectif. Ça, c'est la contrainte. La deuxième chose, on va les accompagner aussi. Il ne suffit pas de mettre la contrainte, sinon on va avoir beaucoup de freins. C'est de les accompagner à travers la formation. Tout nouveau manager qui passe en situation de management chez Thales passe par un circuit de formation et on lui explique pourquoi la diversité c'est bien, en quoi c'est un vecteur de performance. Effectivement, si vous êtes tous stéréotypés, eh ben, vous n'aurez aucune innovation puisque vous réfléchirez tous de la même manière. En quoi le fait d'intégrer quelqu'un d'une nationalité ou avec un handicap va apporter quelque chose à votre équipe. Toutes les études et les entreprises se sont beaucoup penchées sur la question parce qu'on parle d'argent derrière, montrent que c'est un vecteur de performance. Une équipe, alors on a effectivement plusieurs difficultés côté international, mais on doit aussi se renforcer pour mieux travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Comme j'en parlais tout à l'heure, hein, si vous n'avez pas cette notion culturelle
qu'est-ce que c'est le travail en Allemagne, comment on fait ses études en Allemagne, comment on arrive à un diplôme d'ingénieur en Allemagne. Finalement, la personne que vous allez avoir en face de vous, avec qui vous allez devoir travailler, parce qu'on est sur un programme européen de météo, par exemple, Météosat, hein, pour ne pas les citer, ça fait 40 ans qu'ils sont fabriqués à Cannes, et chaque pays qui est contributeur hein, à Météosat, les images que vous voyez à la télé sur l'ensemble des chaînes, et ben, chaque pays fabrique son entreprise qui va travailler sur ce projet-là. Et si vous êtes incapable de coopérer ensemble, vous n'arriverez pas à avancer sur ce projet. Merci. En attendant qu'il y ait une autre question, moi je vais... Ah, pardon, Anne Drouin. Oui. Sur la question de la formation, plus globalement même de l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap, est-ce qu'au niveau de votre entreprise, tout ce qui est du besoin de compensation, vous vous en débrouillez tout seul, ou est-ce que vous avez besoin des autres professionnels, et entre autres ceux du médico-social, pour éventuellement compléter? Ou dit un peu plus fermement encore, il y avait la question sur les stages, mais on pourrait poser la question sur un contrat d'apprentissage d'un jeune qui aurait envie d'aller là-bas. Très concrètement, comment vous évaluez s'il est capable ou pas de venir chez vous, et comment vous évaluez éventuellement avec nous, comment on peut aider à accompagner sur les compétences qui lui feraient défaut? Alors, on n'est pas formateur, entre guillemets, on n'est pas un institut de formation, hein, on est une entreprise. Le but, c'est de se rapprocher effectivement des circuits de formation qui soient traditionnels, ou même, par exemple, on travaille avec la FAGER et on a l'ensemble des centres de rééducation professionnelle qui sont sur certains métiers clés chez nous, et qui nous permettent d'identifier facilement quelqu'un qui souhaite acquérir les compétences et qui se dirige vers le métier. Je reprends juste la question pour ne rien oublier, mais quand vous avez quelqu'un qui est identifié comme voulant faire ce métier-là, le point de départ, effectivement, c'est sa motivation. Éventuellement, les freins, ça va être d'acquérir les compétences. Si ces freins-là ont réussi à compenser son handicap, et là on se rapproche effectivement des instituts médico-sociaux, on s'organise de façon à pouvoir faire appel aux experts, c'est pas notre métier, hein, l'adaptation au poste, l'ergonomie, etc. On fait appel à ces experts-là. Après, on a notre propre expérience aussi de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Souvent des solutions extrêmement complexes, mises en œuvre avec beaucoup de technologies, font des flops dans nos entreprises. Et je reviens un peu sur le point de tout à l'heure de la domotique. Hein. De temps en temps, c'est pas extrêmement coûteux. Ça demande souvent un effort de réflexion et bien identifier le besoin. Ça peut être effectivement avoir cette possibilité d'avoir quelqu'un qui est plus accompagnant, qui va l'aider à prendre conscience. On fait beaucoup de parrainage, de mentorat, qui permettent aussi cet accompagnement personnalisé, puisqu'à chaque fois qu'on parle d'inclusion, il y a quand même cet effort individuel à faire à chaque fois. D'autres questions? Moi, je vais peut-être en poser une. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous recrutiez sous un angle très pragmatique. Avant tout, on va chercher la compétence. Et vous avez vu le film sur nos travailleurs. D'aucuns disaient, en fait, en ESAT, on est tranquille, on est sur de l'apprentissage. C'était intéressant de noter les commentaires. Hein. On n'a pas la pression, on n'a pas les objectifs. Et on se dit, mais vous cherchez des hypertechniciens quand même. Comment, à un moment donné, on réduit les écarts? Alors, on cherche des hypertechniciens, on cherche des gens qui cherchent à acquérir des compétences. Quand
on arrive dans un métier, hein, on n'est pas forcément hyper technicien dès le début. C'est l'expérience qui fait que vous allez devenir expert dans ce métier-là. Le câbleur, enfin les câbleurs qui ont travaillé en ESAT pour nous, au départ, effectivement, ils étaient habiles de leurs mains. On a identifié cette compétence-là. Ils avaient une capacité à effectuer des tâches répétitives sans avoir effectivement cette fatigabilité ou l'envie d'essayer de trouver des raccourcis, alors que dans un monde spatial, aéronautique, quand on vous demande de suivre une procédure, il faut la suivre pas à pas. Alors, pour l'aéronautique, hein, on est sur les mêmes normes, c'est pour la santé et la vie des passagers. Hein. À chaque fois que vous prenez l'avion, vous ne vous dites pas est-ce que la personne a bien pensé à décabler cette partie-là, parce qu'effectivement c'est très normé. Pour un satellite, c'est surtout quand il est en l'air, on n'a pas la possibilité de le faire redescendre sur Terre. Il faut qu'une fois en l'air, il fonctionne. Donc, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et justement, on met en place des procédures très strictes, mais qui peuvent être parfois répétitives. Et on s'est aperçu qu'en ESAT, cette notion-là on répète tout le temps le même geste. Bien sûr, on ne fait pas du fantasme, mais cette notion-là, elle n'est pas vécue comme une contrainte. Au contraire, c'est une structure qui permet de faire bien son travail et à chaque fois de l'effectuer dans de bonnes conditions. Donc c'est plutôt rassurant. Après, sur le côté, j'ai écouté les reportages et j'étais très amusé aussi de voir alors, les deux générations qui s'affrontaient entre les personnes qui effectivement ont connu l'expérience du milieu ordinaire et avec cette expérience-là éventuellement vécue il y a 10, 15, 20 ans dans des milieux qui n'étaient pas forcément bienveillants, où on leur demandait beaucoup de rendement, hein, de la productivité, surtout il faut... voilà. Et le côté ESAT a ce côté rassurant derrière. Effectivement, on est dans un environnement sans contrainte. Éventuellement, si on en a assez de faire une tâche, on peut l'arrêter et puis la reprendre plus tard. On est sur des activités, nous, qui demandent extrêmement beaucoup de précision. Alors, on a cette chance-là, c'est-à-dire qu'on va privilégier la qualité à la quantité. Et on a besoin d'avoir des produits extrêmement précis, extrêmement de bonne qualité. Et du coup, le temps apporte peu. On laisse le temps, justement, à la personne d'effectuer l'ensemble de ses tâches.